Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Hugo Daniel et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour la première séance de l'École des modernités de l'année 2021. Nous sommes heureux donc d'inaugurer ce programme dont beaucoup d'entre vous, je suppose, connaissent le cycle et les vidéos qui sont également accessibles en ligne. Et donc, je vous invite à les consulter dès que possible et je vous donnerai les liens après cette conférence. La conférence de ce soir est assurée par Thierry Dufresne. Je vais dire quelques mots avant de lui laisser la parole. Thierry Dufresne est historien de l'art, il est également commissaire d'exposition et il enseigne à l'Université de Paris-Nanterre en qualité de professeur. Il est notamment spécialiste de l'œuvre d'Alberto Giacometti et plus largement de la sculpture au XXe siècle. Parmi les expositions qu'il a réalisées, je voudrais mentionner ce soir celle qui s'intitulait « Une image peut en cacher une autre », organisée au Grand Palais en 2009, et la rétrospective Salle d'Eldor Dali, tenue au Centre Pompidou en 2012. Je voudrais mentionner également quelques-uns de ses ouvrages, notamment, puisqu'on est ici en terrain giacomettien, Giacometti, Les dimensions de la réalité, paru chez Skira en 1994, Giacometti Genet, Masques et portraits modernes, chez Villot en 2006, et ça nous rapproche du sujet de ce soir. Tout récemment, c'est-à-dire à l'automne 2020, il a publié une première monographie d'envergure sur Amedeo Modigliani chez Citadel et Masno. Et donc, la conférence de ce soir, qui s'intitule Modigliani, Giacometti et le Paris cosmopolite, se propose justement une sorte de parcours croisé des deux artistes majeurs de la modernité, de ce qu'on a pu appeler, mais qui est une appellation peut-être un petit peu désuète désormais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, de l'école de Paris, un parcours croisé donc qui interrogera les deux œuvres, l'itinéraire esthétique autant que l'itinéraire de ces deux artistes dans le Paris cosmopolite. Je ne m'attarde pas donc davantage et je laisse la parole à Thierry Dufresne en le remerciant d'avoir accepté d'effectuer cette conférence. Je vous remercie et à tout à l'heure pour les questions. Alors, Thierry Dufresne, c'est à vous. Êtes-vous parmi nous? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Nous vous entendons, c'est parfait. Voilà, parce que l'exercice est toujours un petit peu périlleux dans la virtualité. Alors, merci beaucoup de votre présentation, Hugo. Je tiens donc à vous remercier en tant que responsable de cette école des modernités pour l'invitation, ainsi que Catherine Grenier, la directrice de la Fondation Giacometti, que, comme vous l'avez rappelé, je connais bien la Fondation Giacometti, aussi Catherine Grenier, mais c'est effectivement pour moi un très grand plaisir que de joindre en somme cet artiste qui m'a toujours, au fond, stimulé et sur lequel je continue évidemment à écrire, à essayer de penser et de transmettre. Et puis Modigliani, qui était une œuvre de commande, puisque, vous le savez, Modigliani est mort en janvier 1920. À 34 ans et que c'était donc là, l'an dernier, donc le centenaire de sa mort. Alors, j'ai souvent l'habitude de citer ce mot de l'artiste américain John Baldessari: As soon as you put two things together, you get a story. Dès que vous mettez deux choses ensemble, vous obtenez une histoire. Et c'est au fond ce que je vais faire avec ces sortes de vies parallèles à la Plutarque, de deux artistes qui ne se sont jamais rencontrés. En revanche, je ne parviens pas à passer l'image. Si, voilà. Deux artistes donc que vous voyez ici,
L'un a 26 ans, en 1912, je vous ai mis ses dates de vie, 1884, où il naît à Livourne, 1920, où il meurt à Paris en janvier. Donc il a 26 ans, vous le voyez ici, probablement dans son atelier de Montparnasse, pas très loin de chez Brancusi. Entre 1909 et 1913, Modigliani est surtout sculpteur. Il se concentre sur la sculpture, ce qui n'est pas toujours connu. Et puis de l'autre, vous avez par Sabine Weiss cette extraordinaire photo, une de mes préférées de Giacometti dans l'atelier, au 46 rue Hippolyte Mindron. Et vous voyez qu'il tient la main dans une posture sur laquelle je reviendrai à l'objet invisible, cette sculpture si étrange qui avait fasciné André Breton. Dans L'Amour fou, il lui consacre un passage extraordinaire. Et cette œuvre que l'on voit près du Gaudin, dans l'atelier, donc près de ce poêle, et Giacometti, comme Modigliani, finalement, sont tous les deux à ce moment-là dans l'atelier du sculpteur. Donc là, la photographie est de 1954. Giacometti est né en 1901, mort en 1966, et il a donc, vous voyez, 53 ans. Donc 1901, 1966, 1884, 1920. Alors, pour moi, cet ouvrage sur Modigliani, ça a été une méthode nouvelle finalement pour travailler, parce que j'étais habitué à des artistes comme Giacometti, comme Dali, ça a été cité, également comme Miro, qui avaient derrière des fondations avec du travail qui avait été accompli. Là, je faisais un saut dans l'inconnu, puisque Modigliani, presque 90% de l'œuvre est en main privée. On attend encore un catalogue raisonné véritablement fiable, véritablement complet. De même, la différence entre Giacometti et Modigliani est que si Giacometti écrit, si nous avons donc un certain nombre de carnets, d'écrits publiés, en revanche, Modigliani a été très mystérieux, très énigmatique, ne laissant que quelques apophthegmes, quelques formules, parfois assez compliquées d'ailleurs, mais extrêmement lacunaires. Donc finalement, il y avait encore une chose qui était ce côté un petit peu inquiétant, toujours pour l'historien de l'art, mais aussi beaucoup très attirant, qui est cette histoire des faux, hein, qui ont pu tromper même un connaisseur aussi avisé que Giulio Carlo Argan. Je rappelle cette histoire en 1984 où l'on annonce que l'on a trouvé, conformément à une légende qui était présente là-bas depuis 1913, on aurait trouvé dans l'Arnaud en 1984 3 têtes sculptées par Modigliani, et c'est véritablement une émission de Federico Zeri qui a élucidé toute l'affaire. C'était évidemment une supercherie, mais dans l'affaire, Jeanne Modigliani, la fille unique de l'artiste, était morte en se rendant justement à Livourne pour expertiser ses têtes. Donc la légende dans le cas de Modigliani était très envahissante. J'avais affaire à un artiste dont la biographie nourrissait la légende, alors que j'ai tendance à penser que, comme beaucoup, que chez Giacometti, c'est tout l'inverse. C'est l'œuvre véritablement qui constitue la légende, avec son caractère toujours à poursuivre, pratiquement jamais satisfaisante pour l'artiste. Donc c'est cette légende installée dans un atelier minuscule qui fascine. Alors, je poursuivrai cette analyse en vous proposant finalement ce qui pourrait apparaître une sorte d'exposition virtuelle
que je vais vous faire visiter. Finalement, peut-être un jour fera-t-on cette exposition Modigliani-Giacometti, peut-être à l'Institut Giacometti, peut-être ailleurs. Et sûrement, je commencerai par ces autoportraits. Ces autoportraits qui sont à quelques années, vous voyez, de différence. C'est le dernier autoportrait à droite de Modigliani. C'est un des premiers autoportraits d'Alberto Giacometti. Vous voyez, il a 20 ans. Il n'est encore pas arrivé à Paris, puisqu'il arrive à Paris en janvier 1922, c'est-à-dire 2 ans très exactement après la mort de Modigliani. Donc, c'est intéressant de comparer ces deux autoportraits, puisqu'on a là d'un côté un artiste qui commence sa carrière et de l'autre un artiste qui pressent sa fin. Je crois, je l'ai dit dans le livre, je n'y reviens pas, mais qu'il y a là une sorte de portrait prémonitoire de l'artiste. Alors, vous voyez, dans les deux cas, la posture est la même, la pose est la même, c'est-à-dire que les artistes se sont regardés dans le miroir et comme toujours, une image peinte d'après ce qu'on voit dans le miroir est inversée par rapport à la réalité, c'est-à-dire que tous deux sont droitiers et pourtant c'est la main gauche qui paraît tenir le pinceau, qui tient le pinceau, et la main droite qui tient la palette. Mais dans un cas, la main droite, vous voyez, est dressée, c'est le cas de Giacometti, et dans le cas de Modigliani, vous voyez que la main droite, ici à gauche, dans l'inversion de la toile, est posée presque tombante, sur, comme s'il y avait cette idée que l'œuvre était quasiment finie. Je remarque aussi que le visage de Modigliani est pratiquement étiré, c'est presque un masque, vous voyez, vous reconnaissez ses yeux pratiquement ciliés, c'est-à-dire fermés en amande, mais au contraire, ceux de Giacometti sont parfaitement ouverts. Je me suis amusé à montrer cette position de Giacometti avec le genou, d'une certaine façon, bien, d'une certaine façon, une sorte d'image très charpentée, fondée sur plutôt un système orthonormé, alors que chez Modigliani, on a quelque chose de beaucoup plus fluide dans la palette. Il a son complet de velours rouge, voyez, qui ne lâchait presque plus dans les derniers moments de sa vie. Eh bien, on n'a pas beaucoup de portraits, d'autoportraits de Modigliani, alors qu'on en a beaucoup plus de Giacometti. Là, je vous en ai montré quelques-uns. Celui qui est au centre, qui est l'autoportrait en Pierrot, qui date de 1915, donc au moment où il a quitté la sculpture, nous y reviendrons, mais où encore sa peinture en est imprégnée, de la mise en évidence du bloc, par exemple, de ce cou qu'on retrouvera aussi chez Giacometti, de ce cou qui pose la tête d'une certaine façon sur le corps. Alors, est-ce un véritable autoportrait ? En tout cas, peut-être justement, Modigliani se présente-t-il là comme un être mélancolique, le Pierrot, qui vient d'abandonner la sculpture et qui passe à la peinture. S'il fallait peut-être comparer des choses comparables, j'avoue que je me laisserais bien tenter par cette présentation d'un dessin, d'un autoportrait de Giacometti à la fin de sa vie en 1965. C'est une lithographie qui me paraît parfaitement correspondre, là aussi il se regarde dans le miroir, à ce texte dans les carnets vers 1960 où il écrit « Je ne sais plus trop qui je suis, où je suis, je ne me vois plus. Je pense que mon visage doit apparaître comme une vague masse blanche, blanchâtre, faible, qui tient tout juste ensemble, portée par des chiffons informes qui tombent jusqu'à terre. » Fin de citation. Je rapporte dans mon livre
les quelques notations de Giacometti sur son aîné. Dans Modigliani di Zegni, Osvaldo Patani, en 1976, rapporte en effet qu'un jour, il se promenait rue de Seine avec Alberto Giacometti et ce dernier, voyant un tableau de Modigliani à la devanture d'un marchand, lui aurait déclaré, donc je cite Patani en 1976, Osvaldo Patani est un historien de l'art spécialiste de Modigliani, il lui aurait déclaré: Modigliani était un artiste indépendant et inégalable et parmi les plus grands portraitistes de son temps. Selon Giacometti, son secret était de dessiner sans cesse. Il aurait dit: il fut, j'ouvre la citation, les guillemets, il fut le dernier grand héros prométhéen. Il eut réellement une exceptionnelle intelligence et ouverture d'esprit. En plus de peindre, il faisait des pages et des pages de dessin, et c'est ce que j'essaie toujours de faire, dessiner, dessiner tout le temps, c'est le secret. Sûrement, Giacometti avait parlé de Modigliani avec Lipschitz, dont il fut l'ami, avec le professeur Godard Jedlinka, qui avait été l'auteur d'un livre sur Modigliani en 1954 et qui avait réalisé à partir de 1953 une série d'entretiens avec Giacometti. Donc je suis presque sûr, plus des articles dans la Neue Zürcher Zeitung jusqu'en 1965, à sa mort, je suis presque sûr qu'on a parlé de Giacometti avec Jedlinka, avec Lipschitz probablement. Outre leur culture italienne, je rappelle que Modigliani est né à Livourne et que Giacometti est né à Stampa dans les Grisons, dans la partie suisse italienne, dans la partie italienne de la Suisse. Donc, outre leur culture italienne, les deux artistes partagent l'amour de l'art de l'Égypte et des Cyclades, voyez, et tous deux ont côtoyé l'art nègre, comme on disait à l'époque. Et c'est ce qui donne à ces œuvres de Giacometti, La tête d'Isabelle de 1936, ou La femme qui marche, vous voyez ce côté égyptien, ce côté cycladique de l'influence, un caractère d'œuvre que Modigliani, s'il avait persévéré dans la sculpture, mais il doit l'abandonner en 1913 car très tôt atteint de tuberculose dès l'enfance, il n'avait pas supporté le dur travail auquel il s'était soumis en choisissant la taille directe, puisqu'il taillait le matériau à la manière de Brancusi, et c'était quelque chose qui avait très fortement entamé au point qu'il s'évanouit, il doit rentrer en 1913 à Livourne, ce sera d'ailleurs son seul voyage, puisqu'il ne reviendra pas en Italie, à la différence de Giacometti, qui avait ce rituel du va-et-vient entre Paris et les Grisons, le Valregalia, donc où il allait pratiquement tous les hivers, très souvent. Eh bien, on peut dire que finalement, si Modigliani avait pu poursuivre ce travail de la sculpture, il va le poursuivre dans le dessin, comme vous le voyez ici avec cette femme nue qu'il a dessinée vers 1912, eh bien, il aurait fait des sculptures à la manière de Giacometti. Je crois que l'Isabelle finalement est une sorte de buste de femme, et je pourrais montrer ça dans une exposition, de même que ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que la manière dont Modigliani, peintre, poursuit le travail de mise en espace de Modigliani, sculpteur, eh bien, se retrouve également dans la grande période des années 50. Dans la grande période des années, parfois j'entends des bruissements, c'est un peu curieux comme sensation, mais bon, allons-y.
Donc, Hugo, vous me dites s'il y a des difficultés. En tout cas, vous voyez que si je compare ce buste de Diego et ce portrait, cet autoportrait en Pierrot que nous avons vu de 1915, on a quand même, voyez, 40 ans de différence et certains éléments, l'émergence du cou, la tête basculée comme un bloc, et puis cette collerette, cette collerette du chandail de Diego qui fait le lien entre le corps pyramidal et puis la tête. Alors, parmi les points qui rassemblent également les deux artistes, il y a certainement le dessin. Giacometti nous incitait à voir que l'un comme l'autre avait une certaine façon d'entrer, vous le voyez sur ces deux dessins, d'entrer dans la figure, parfois en recadrant, toujours en tirant un trait, généralement depuis le haut, et puis en usant de certaines ellipses, comme vous le voyez, aussi bien chez Modigliani à droite que chez Giacometti, où s'ajoute encore ce dont Modigliani n'était pas un usager familier, l'usage de la gomme. Chez la brillance, la lumière chez Giacometti se joue par ces traits de gomme, ces ellipses qui font finalement scintiller la figure et lui donnent son caractère de prise d'espace. On a un peu quelque chose aussi comme ça dans le dessin de Modigliani. De même, dirais-je, et ça c'est un ensemble que j'ai mis dans le livre et que je souhaiterais peut-être mettre ensemble si une exposition était possible, c'est ce double héritage cézannien. Car Giacometti, comme Modigliani, étaient des artistes qui avaient été profondément marqués par l'héritage de Cézanne, la mise en évidence, la mise en avant phénoménologique du genou, comme vous le voyez ici, qui retire d'autant dans l'espace la figure et notamment la tête, cet élément sommital qui est presque aspiré dans la profondeur. Cette manière également d'installer, alors les deux artistes ont une culture italienne, un contrapposto, vous voyez, une ligne serpentine, alors une main dans la poche qui pourrait être la main dans la poche que Modigliani avait montré dans une sorte de chassé-croisé de la première image de la photographie de Marc Vaux. Et puis d'autre part, et j'y reviendrai, vous voyez qu'il y a chez les deux artistes une capacité qui tient à Cézanne à ne pas véritablement complètement isoler la figure du fond, c'est-à-dire de se servir du fond. Vous voyez les lignes de l'atelier. Pour quelqu'un qui connaît l'atelier de Giacometti comme il avait été, on repère un certain nombre de lignes, mais j'y reviendrai. Et vous voyez que également la porte, les éléments de mobilier rares dans l'œuvre de Modigliani, mais permettent également de faire se poursuivre en somme les lignes du visage, les lignes du corps dans le fond. Il y a une prise de repères dans l'espace qui font finalement se rencontrer le fond et la figure. C'est presque, dirais-je, optiquement, phénoménologiquement, comme si la figure était traversée par le fond, comme si le fond se poursuivait sous la figure et permettait de la structurer et de donner un échafaudage à l'œil pour la vision. Alors, Mario Vargolis, c'est un tableau de la fin de l'œuvre de Modigliani. Donc c'est un tableau, c'est un musicien, et le Diego à la chemise écossaise du milieu des années 50, vous voyez, il y a une différence, et en même temps, on voit ce long trend de peinture cézannienne et de manière d'articuler le fond et la figure. Alors,
Voilà donc ce que j'écrivais quand j'ai travaillé un petit peu à ce livre qui a été publié, ça a été rappelé à l'automne dernier, grâce à la fondation Giacometti. Donc, je suis revenu ces quelques jours un petit peu sur cette question pour cette conférence du parallèle possible. Et il m'est apparu que je pouvais vous signaler un certain nombre de choses. La différence de génération entre les deux explique que le milieu artistique, le monde de l'art ont profondément changé. Ce fameux Paris cosmopolite, finalement, où affluent les artistes et les écrivains, c'est modifié. Modigliani, que vous voyez ici à gauche avec Max Jacob, qui est assis en train de lire en haut, ou bien avec Picasso et avec André Salmon, est plutôt un artiste de Montparnasse, même si, comme je l'ai dit dans l'épisode de la sculpture 1909-1913, il est installé à Montparnasse, près de l'impasse Roncin. Et même si, d'ailleurs, la légende d'un Modigliani Montparnaud, bien sûr, il y est allé, s'est inscrite grâce à ce numéro fétiche de février 1930 de la revue Paris-Montparnasse avec Modigliani en couverture, donc en février 1930, un numéro spécial qui sera totalement épuisé, même s'il avait été tiré à un plus grand tirage. De notre côté, Giacometti est, comme vous le savez tous, un Montparnaud. On le voit ici à son arrivée à Paris, dans son atelier, avec ce reliquaire Cotta, qui montre son intérêt, nous y reviendrons, pour la sculpture donc africaine. Et donc, en tout cas, ces deux artistes, au fond, sont des artistes de deux quartiers différents. Disons que Modigliani reste un artiste de Montparnasse, mais voit les débuts reste un artiste de Montmartre, mais voit les débuts de Montparnasse, alors que Giacometti est déjà dans ce moment des années 20, des années 30, où Paris se consacre davantage à Montparnasse. Une autre chose qui se concentre davantage à Montparnasse. Une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que Modigliani, je ne dirais pas illustre, mais Modigliani montre un Paris où se côtoient les types humains les plus différents, hein, de ce portrait d'Almeida, l'Algérienne, ces juifs ashkénazes qu'il découvre, lui qui est un juif séfarade de Livourne, qui découvre à Paris, avec Anka Zborowska, qui est la femme de Zborowski, de Léopold Zborowski, son dernier marchand. Bref, il y a une typification encore dans la peinture de Modigliani, on pourra y revenir si vous le souhaitez, et au contraire, chez Giacometti, on est déjà dans un Paris universel. Je l'ai dit d'une formule, Paris en 1914 déborde du monde, hein, avec cette typification, l'italienne, l'espagnole, que vous trouvez dans la peinture de Modigliani, alors qu'en 1944, pour Giacometti, Paris est débordé par le monde jusqu'à l'universalisme, avec ces grandes figures qui ne sont plus d'un lieu ou de l'autre, mais qui sont vraiment des éléments d'une quête de l'humanité. Les deux artistes ont, j'ai cité Inger évidemment, les deux artistes ont connu un bouleversement considérable avec la guerre de 14-18. Modigliani n'est pas mobilisé à cause de sa tuberculose, mais je dirais que d'une certaine façon, il en ressent certainement une forme, sans faire de la psychologie de comptoir, mais une forme de, disons, de honte ou bien de voilà, et donc on a presque l'impression d'une certaine façon que sa santé il l'aménage aussi peu à l'arrière que s'il était sur le front, et qu'en tout cas toute sa peinture est une sorte de réponse, je l'ai dit, de l'éros à Thanatos, c'est-à-dire réponse de la vie à la guerre, hein, d'une certaine façon, et à la mort. Et chez Giacometti, évidemment,
qui lui est en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui subit de plein fouet cette violence faite au corps, et ça se marque dans sa sculpture avec ces personnages, ces figures qui s'amenuisent d'ailleurs dès 1937, dès que commencent les conflits, et qui d'autre part vont réémerger dans la reconstruction des figures du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le monde de l'art a également beaucoup changé, ce monde parisien. La réputation d'un artiste se fait encore avant 14 dans les salons. Vous voyez le salon de 1912, où, en haut à gauche, où sont exposées les premières têtes de Modigliani, sous un grand coupe-cas que nous reverrons tout à l'heure, une fugue, Amorpha fugue, numéro 2. Giacometti, lui aussi, connaît ses premiers succès dans le Salon des Tuileries en 1927, où il expose de mémoire la femme cuillère et puis le torse de jeune homme. Mais par la suite, si vous voulez, c'est véritablement le monde des galeries qui va prendre le relais, le salon étant peut-être un petit peu moins important, et l'important étant finalement dans le marché de l'art, évidemment après la création des musées d'art moderne, mais on en est loin, hein, parce que ça sera seulement en 1946. Vous voyez par exemple en dessous, à gauche, sur ma diapo, la seule et unique exposition monographique, c'est-à-dire une exposition où il était le seul artiste, de Modigliani. C'est en décembre 1917, c'est à la galerie Bert Weil. Voilà un artiste qui n'a été exposé de son vivant, qui n'a eu une exposition personnelle qu'une seule fois, avec le scandale fameux, un commissaire de police fait ôter un nu qui était en vitrine et qui lui paraissait exagérément érotique. Il est vrai qu'il montrait de véritables poils pubiens, ce qui, dans le Paris de l'époque, était considéré comme non figurable. On est vraiment ailleurs, évidemment, dès les années 30 et évidemment dans les années 50. Regardez par exemple que Giacometti va être véritablement lancé en 1933 dans la grande exposition surréaliste à la galerie Pierre Coll, que vous voyez, où on voit à gauche la femme qui marche, mais dotée de bras, mannequin, que vous avez vu tout à l'heure, et puis la table de 1934 et la table de 1933 qui est exposée justement dès sa réalisation. Alors, bien sûr, les questions esthétiques, plastiques, l'attente sociale envers les artistes ont aussi considérablement évolué. Modigliani est venu à Paris en 1907. Pourquoi ? Non pas pour les Demoiselles d'Avignon, comme on pourrait le souhaiter, mais en réalité pour Toulouse-Lautrec. Évidemment, il y a toujours un temps de décalage, et pour lui, le Paris qui était intéressant, c'était le Paris des saltimbanques, le Paris des cabarets. Et c'était cette ligne très vive de Toulouse-Lautrec, cette joie qu'il voulait exprimer. Alors que Giacometti, lui, quand il vient en janvier 1922 à Paris, c'est pour étudier la sculpture auprès de Bourdelle. Donc, vous voyez, ce sont deux attractions tout à fait différentes. Et je ne pense pas du tout qu'il ait pu avoir la moindre chance de voir des têtes de Modigliani, puisqu'elles n'étaient pas visibles à ce moment-là. Mais ce que Giacometti a vu, c'est certainement Lipchitz, c'est certainement Brancusi. Lipchitz qui a fait le masque mortuaire de Modigliani que vous voyez ici à gauche. Et puis, il a aussi beaucoup admiré Henri Laurens, le sculpteur. Il a écrit un texte, et vous voyez ici un portrait de Henri Laurens par Modigliani. Modigliani, donc, qui a été une source d'inspiration considérable pour Henri Laurens.
Et ça, c'est une chose que j'ai pu mettre un petit peu en évidence dans le livre. Entre Modigliani et Giacometti, la séquence cubiste s'est déployée. Modigliani a intégré des éléments du cubisme, par exemple, dans ce tableau représentant sa maîtresse, Béatrice. Vous voyez ce prénom qui est placé, comme souvent le faisait Modigliani, dans la postérité finalement des grands affichistes qui marquaient, où le mot et l'image étaient liés. Donc, dans le coin droit, vous le voyez mal certainement à l'image, mais croyez-moi sur parole, dans le coin droit, dans la partie blanche, il y a la trace de l'encre d'imprimerie d'un papier collé. Le papier collé a disparu, mais on a bien la preuve que le papier collé a servi pour caler la composition et donc tester l'ensemble des plans qui sont là. Mais chez Modigliani, il y a une traversée du cubisme. Il ne veut pas sacrifier la ligne au truc de Picasso, comme il l'a dit à Severini. Quant à Modigliani, vous voyez qu'il a poussé la syntaxe cubiste pratiquement jusqu'à l'abstraction avec ce cube de 1933-34. Remarquez que le visage de Béatrice Hastings chez Modigliani et ce cube qui est aussi un visage de l'autre côté me paraissent consonnés, me paraissent avoir quelque chose de commun. Mais Giacometti, finalement, a traversé lui aussi le cubisme, évidemment le surréalisme, et pratiquement jusqu'à l'abstraction. L'esthétique de la forme simple, que la pratique de la taille directe, illustrée par Brancusi, a hissé au premier plan, a permis aux sculpteurs de rompre avec la mimésis, avec l'idée d'imitation d'un visage, et d'opérer une synthèse triple, l'œil, l'esprit, le tactile et l'optique, le moderne et le primitif. Je me suis amusé ici, et pardonnez-moi, je n'ai pas mis les légendes, mais vous allez les retrouver peu à peu, presque toutes. Mais j'ai essayé de montrer dans ce kaléidoscope, d'une certaine façon, ces ponctuations, ces résonances, ces échos entre, d'une part, la période du Modigliani sculpteur, 1909-1913, et la période où il est encore inspiré par la sculpture. On retrouve notre Pierrot, peut-être un autoportrait de 1915, et le Giacometti des années 1927-1934, c'est-à-dire 20 ans après. Eh bien, on constate certaines continuités. Évidemment, des ruptures, des accentuations, mais quand même quelques éléments communs que je vais résumer très rapidement. Le sens du bloc, l'unité visuelle, la synthèse dans ces fameuses têtes du père de 1927, l'une l'œil fermé, l'autre l'œil ouvert, comme on le voit d'ailleurs chez Modigliani très souvent, un œil qui regarde vers l'intérieur, un œil qui regarde vers l'extérieur, lui avait dit Max Jacob et Survage. D'autre côté, cette tension que l'on voit très bien, par exemple, dans ces œuvres de Modigliani, entre tiens, je ne sais pas ce qui se passe sur cet ordinateur et sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez deux petits traits qui viennent d'apparaître. Mais bon. Alors, donc, vous voyez, par exemple, ici, la tension entre, d'une part, la surface, ce sont des peintres et des sculpteurs, donc il y a une manière chez Giacometti comme chez Modigliani d'inciser la plaque, et d'autre part d'aller justement dans la profondeur du bloc, comme on le voit ici. Les deux éléments vont entrer en tension. Et moi, souvent, quand je travaillais sur Modigliani, je pensais aux fameuses phrases de
de Giacometti dans la lettre à Pierre Matisse de 1947 où il disait « Désir de trouver une solution entre des choses pleines et calmes et des choses aiguës et violentes. Je voyais de nouveau les corps qui m'attiraient dans la réalité et les formes abstraites qui me semblaient vraies en sculpture. Alors, phrase admirable, mais je voulais faire cela sans perdre ceci. » Donc, je mettrais bien dans cette exposition virtuelle, vous voyez, une tête de 1911, une pierre véritablement quasiment ramenée. Il pensait à faire des cariatides, mais on voit bien que la surface est pratiquement plane. Et cette fameuse tête admirable de Giacometti de 28-29 ce plâtre ici. Et on pourrait prolonger, si l'on veut, dans l'œuvre de Giacometti et de Modigliani, on pourrait prolonger ce jeu entre le quasi-relief, ou bas-relief, et d'autre part, la forme pleine de la sculpture proprement dite. Alors, pour poursuivre, je dirais que le musée imaginaire des deux artistes n'est pas du tout le même. D'une part, nous avons chez Giacometti le goût pour l'art nègre, le goût également pour l'Océanie, mais nous avons plutôt chez Modigliani, comme vous le voyez ici, un sens très aigu de ce qui était montré à l'époque au musée du Trocadéro, après l'exposition universelle, et ce qui était montré d'autre part au musée Guimet, à savoir la sculpture khmer. Et ces grandes têtes, on voit ici une photo prise dans l'exposition au LAM, à Villeneuve d'Ascq, à Lille, et on mettait à côté donc un visage khmer, de la sculpture khmer, et une sculpture de Giacometti. Faire une sculpture ou rendre présent un corps, une personne, le modèle, tel est le dilemme qui se pose aux deux artistes à 20 ans d'intervalle. 1914, 1912, 1934. Avec leurs deux grandes figures isolées, l'objet invisible à droite de Giacometti, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Giacometti mettant une main sur les deux mains, et je vais commenter de la sculpture, et d'autre part, cette œuvre, une des seules très grandes œuvres en pied sculptée de Modigliani, qui s'appelle Le Nu debout et qui est aujourd'hui à Canberra, comme vous le voyez. Hybride formidable avec d'une part, vous voyez un corps qui semble essayer de sortir du bloc, un corps quand même, un organisme si vous voulez, et d'autre part une tête quasiment impossible, un masque, un corps encore qui est bridé, des cuisses colonnes, des jambes qui sont barrées par une planchette, voyez-vous, des bras qui soit sont ramenés au corps, soit sont avancés quasiment timidement vers le vide. Cette poussée du bloc, du corps sous le bloc, me paraît montrer qu'il y a en fait chez les deux artistes à peu près au même moment de leur carrière, et pas du tout évidemment au même moment historiquement, mais parfois il y a dans la genèse d'une œuvre des moments qui sont des moments obligés et des moments de double postulation, c'est-à-dire il y a deux choses qui veulent se mettre en place. Il y a d'une part une volonté d'architecture chez les deux, l'armature est présente, les jambes colonnes. Il y a cette idée d'une sorte de sculpture-architecture qui ressemble à celle de Brancusi ou d'Epstein pour Modigliani, donc on est là juste avant 14. Et puis chez Giacometti, on va voir que quelque chose se met en place, savoir comment
on peut avoir une sculpture qui est à la fois une statue et qui, d'autre part, pousserait vers l'idée du corps. Hein. Alors, à cette époque-là, et ça a été une découverte pour moi, qu'on trouve d'ailleurs mentionné pour la première fois chez Godard Jedlinka, donc quelqu'un que Giacometti connaissait bien aussi, le professeur Godard Jedlinka, a mentionné cette petite phrase de Paul Guillaume, du marchand de Modigliani, disant que vers ces années-là, vers 14, vers 12-14, Modigliani avait un grand projet, un peu comme Epstein en Angleterre avait un projet de temple de la volupté. Lui avait un projet d'un temple en l'honneur de l'humanité. Et dans ce temple, il y aurait eu, dit Paul Guillaume, d'après ce que lui aurait confié Modigliani, il y aurait eu des têtes, donc celles qu'on a vues, ces grandes têtes, il y aurait eu des cariatides, la seule qu'on ait conservée, c'est celle-ci, vous voyez, qui est à New York, qui est au MoMA. Et il y aurait eu peut-être voilà, des colonnes, on ne sait pas très bien comment, dans son esprit, puisqu'il a dû cesser de sculpter, comment ça devait se mettre en place. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque Modigliani cesse de sculpter, il poursuit cette sculpture dans le dessin. Je ne connais pas beaucoup d'exemples, mais ceux-là m'ont fasciné, d'exemples d'un artiste dont la pensée plastique, finalement, se poursuit d'un médium l'autre. Dans ces cariatides qui sont peintes, on sent bien que de toute façon, elles n'auraient pas pu être réalisées très facilement par la liberté du corps qui l'emporte sur l'architecture, à l'évidence. Donc, à ce moment-là, je crois que Modigliani pousse vers le vorticisme anglais. C'est pour ça que je vous ai mis quelques images, mais je crois que je ne pourrais pas tellement détailler. Mais voyez, un Gaudier-Bresca, hein, lui aussi tente dans le vortex de restituer un mouvement du corps dans une architecture comme si le carcan cubiste devait être finalement dépassé. On trouve aussi ça chez Jacob Epstein, à gauche, des influences très nettes de la statuaire de Modigliani. Ou alors chez Epstein également, une cariatide bleue de Modigliani et d'autre part cette figure de 1913-14, je vois que je ne l'ai pas légendée, de figure féminine en flénite, donc taillée dans une pierre extrêmement dure, mais dont on voit le mouvement en torsion. Alors j'ai émis une hypothèse dans le livre qui me paraît peut-être devoir tenir un peu la route. Vous regardez en haut le salon d'automne où Modigliani a présenté ses têtes. Là, on n'en voit que 5, mais il en a présenté une dizaine à peu près. Et la manière dont il a disposé les socles, on a quelques éléments. Lipschitz dit qu'il a voulu restituer une sorte de rythme musical. Epstein a rapporté que dans son atelier, puisque Epstein venait très régulièrement vers 1912 pour tailler au Père-Lachaise le monument à Oscar Wilde. Et donc les deux artistes se connaissaient bien, ils ont même essayé de trouver un lieu pour construire une sorte d'atelier qui aurait été un atelier collectif, ça aurait été assez passionnant, finalement ils n'ont pas trouvé, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas Modigliani a été très très proche dans ces années-là, 1912, de Epstein. Donc Epstein raconte que Modigliani avait tendance à mettre des bougies face à ces sculptures, face à ces têtes, de façon à laisser entendre qu'il y avait donc une idée
quasi rituel, liturgique dans ce projet de mettre des sculptures ensemble. Et moi, j'ai mis aussi cette hypothèse parce que j'ai trouvé au musée Guimet ces photos que je vous montre ici, qui sont des photos dont on est sûr que c'est l'installation au musée Guimet jusqu'en 1927. Après, ça change. Mais Modigliani a probablement vu également ces sculptures khmer qu'il a tellement aimées et qu'il a probablement voulu, en somme, garder cette sorte d'inspiration. De même que je crois ne pas m'avancer trop en disant que, ayant vu au-dessus de ces sculptures le Kupka, Amorpha fugue en 2 couleurs, il aurait pu en être inspiré pour au moins une de ces cariatides, celle qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris, dont vous voyez qu'elle constitue finalement l'abstraction d'un corps, là où Kupka, d'une certaine façon, incorpore une abstraction. On a une espèce de mouvement comme ça en parallèle où d'un côté l'abstraction se dote d'un corps et ici un corps se dote de cette ligne abstraite. Alors, Giacometti a connu au moment en 1932 et je dirais jusqu'aux petites figures de 39 comme vous voyez en bas et de 40, il a connu cette tension entre d'une part l'idée de la place, l'idée donc d'une architecture comme le palais à 4 heures du matin que je commentais pas plus tard qu'hier avec mes étudiants qui est au MoMA. Donc cette idée d'une architecture avec des formes qui sont des formes évidemment synthétisées et d'autre part cette idée d'un vrai corps tel qu'il apparaît dans la distance, tel qu'il apparaît dans l'espace. Et là, je vous ai montré cette petite tête de femme, enfin, qui n'est pas si petite, elle fait 70 cm de haut, où vous voyez ce qui confirme également l'idée de ce temple de Giacometti. Vous voyez que la tête se trouve dans son socle gravé d'une sorte d'arc, une sorte d'architecture, comme s'il avait voulu montrer que ceci avait pour but finalement d'être la partie finalement figurative d'un ensemble plus complexe qui était de type architectural. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'architecture et la sculpture. Et comme Modigliani finalement ne reviendra plus jamais à partir de 1914 à la sculpture, eh bien, il me convient de terminer avec vous sur la peinture. Je vous montre ici l'atelier de Modigliani. Alors ça, c'est assez intéressant puisqu'on voit que son marchand, Paul Guillaume, évidemment, qui avait aussi comme marchand, comme artiste Giorgio di Chirico, on voit bien que nous sommes là dans une sorte de portrait double du marchand et de l'artiste, pratiquement dans la même position. Et vous voyez derrière, d'ailleurs, Béatrice Hastings, le portrait que je vous ai montré tout à l'heure avec le papier collé. Alors, oui, Hugo, je suis un peu long, non? Ah, je vous vois apparaître. Alors, justement, en parlant de long, parfois le hasard nous fait quelques signes. A priori, quand on prend de façon globale la peinture de Giacometti et celle de Modigliani, on pourrait avoir l'impression que finalement, on a deux sensibilités totalement différentes. Et c'est vrai, je ne suis pas en train d'essayer de rabattre de colossales différences à partir de petits points communs. D'un côté, Modigliani fait poser au maximum 3 jours. Et, je cite par exemple Roger Dutilleul, la peinture, il est très précis Dutilleul, donc il dit première pose le 16 juin 1919, 1h30. Deuxième pause le 17 juin, donc le lendemain, 2 heures. 18 juin, 4 heures.
et puis c'est fini. Et encore, c'est une séance longue, c'est-à-dire que chez Modigliani, il y a une phase de dessin très rapide, mais très intense. Puis, quand il commence à peindre, ça peut être fini dans une après-midi. Lipschitz, Jacques et Berthe, les sculpteurs, racontent que comme ils payaient leur propre tableau à la pause, eh bien, ils avaient demandé à Giacometti de revenir le lendemain pour le payer davantage, alors même que Giacometti avait considéré que 3 heures, ça suffisait. Pardon, Modigliani, vous voyez, inévitablement, je devais me tromper. Mais donc, d'un côté, on a un artiste qui travaille extrêmement vite, ce que j'appellerais une forme d'intensité concentrée. Et d'autre part, nous avons évidemment chez Giacometti une intensité continuer, hein, puisque, comme tous ceux qui ont posé pour lui l'ont confessé, à commencer par Jean Genet, sur lequel j'avais commencé à travailler juste pour ma thèse, eh bien, vous voyez que ça prenait des jours. Les modèles ne pouvaient jamais, Yann Ehara, James Lord, ne pouvaient jamais se soustraire à cette scrutation, à cette intensité renouvelée qui passait par des stases, par des phases de très forte approche, et puis tout ça, soudain de dépression, et la forme se défaisait. Alors, parmi les points qui me paraissent quand même à souligner, vous avez remarqué que dans la peinture de Modigliani, le fond est généralement peu qualifié. J'ai dit qu'il servait d'architecture pour l'œil. Voyez, là, à nouveau, on retrouve des éléments qui permettent de caler, donc très rapidement, tout de suite, de mettre en place les figures. Chez Giacometti, il y a un véritable lieu. Il y a la constitution d'un lieu qui est l'atelier. On retrouve le poêle Gaudin qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a l'amorce de l'escalier de la mezzanine très souvent. C'est-à-dire que je dirais que si on reprend les deux catégories d'André Breton, le merveilleux, le fantastique, il y a du merveilleux chez Modigliani parce que finalement le fond et la forme sont tous deux abstraits de la réalité. Alors que chez Giacometti, d'une certaine façon, c'est cette figure inquiétante, de plus en plus fantastique, qui s'installe dans la réalité jusqu'à ce qu'enfin la synthèse se fasse autour de la figure. Et ça, c'est ce que j'avais pu montrer dans le portrait de Jean Genet. Je voulais vous montrer encore deux choses, peut-être deux, trois choses, mais après, je vous donnerai bien volontiers la parole. Je voulais vous montrer que j'évoquais tout à l'heure ce fond qui se termine, enfin, ce fond qui se poursuit sous la figure et qui permet de la structurer. Je crois qu'on le voit très bien, ces deux portraits de femmes, la sœur de Giacometti, Ottilia, et Antonia. Regardez ce qui se passe derrière. Le volume est mis en œuvre et ensuite les lignes, les tracés, le niveau des yeux, le niveau des joues, des pommettes est mis en scène par ces lignes du fond, comme on le voit ici à nouveau, mais je n'y reviens pas, dans le portrait de la mère d'un côté ou le portrait de Torah de l'autre. Alors, la gestuelle, je pourrais l'évoquer, mais vous me permettrez de passer cette fois-ci. Je voudrais quand même peut-être évoquer fort brièvement ce qui m'a frappé dans la manière d'aborder les nus. Chez Modigliani, pour la première fois, le nu est considéré comme digne de l'avant-garde. Et comment ? Tout simplement par sa mutilation, c'est-à-dire que d'une certaine façon, presque tous les nus de Modigliani sont en fait des nus partiels, c'est-à-dire qu'ils sont coupés, ils sont considérés comme des études véritablement, et comme des séries, d'autre part. Et j'aime à penser que
le vertical l'emporte dans les nus des femmes de Venise, que l'on voit ici de Giacometti, et que les horizontaux l'emportent, mais que l'idée de série, c'est au fond toujours le même nu qui est décliné et qui est placé dans des espaces qui sont toujours en reconstitution. Donc moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est la manière dont l'art moderne, avec Modigliani, se saisit du nu et s'en saisit comme une étude et s'en saisit comme une possibilité de série, c'est-à-dire de développement du regard de l'artiste. Pour terminer tout à fait, je dirais que dans l'œuvre de l'un comme de l'autre, la mise en évidence de la tête par rapport à la masse somatique, ce corps que l'on voit chez le Élie Lothar II, par exemple, ou que l'on voit chez Jeanne et Buterd, ce corps, cette masse sommitale qui flue, hein, vous voyez la fluxion des épaules, la manière dont cette masse s'installe au sol et la garantie d'une certaine façon efficace de l'extension de la tête et de son extension, vous voyez, dans l'espace. On retrouverait ça, alors, je n'ai pas le temps de le développer, peut-être pourrons-nous y revenir, mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que les deux artistes, à la fin de leur œuvre, de leur vie en même temps, ont rencontré une femme qui a été pour eux presque une sorte d'extension, hein, de leur tendance à créer presque des fantômes, des spectres, des êtres métaphysiques d'une certaine façon. Ils étaient pourtant très présents. C'était Lunia, une amie de Anka Zborowski, qu'on a vu tout à l'heure, que vous voyez à droite, et d'autre part Caroline. Je terminerai tout à fait en me fixant un petit peu sur ces deux dernières images. Alors Hugo avait choisi cette image justement pour illustrer la conférence. Je trouve qu'il a très bien fait, notamment parce que cela me permet de conclure sur le regard et sur les yeux. Donc je mettrai volontiers en rapport cette manière qu'ont les deux artistes d'obtenir ou d'aller en direction de quelque chose avec des moyens différents, mais avec la même volonté finalement d'obtenir quelque chose. Des yeux noirs d'un côté, chez Annette et donc Giacometti, des yeux bleus, sont-ce des yeux, il n'y a pas de pupilles, ce sont presque des trous, hein. Des yeux noirs qui ne peuvent jamais se fermer, qui sont maintenus ouverts par ce que j'appelais cette intensité continuée, par la tension de comprendre, de reprendre et de comprendre, alors que les yeux, au contraire de Modigliani, les yeux de Jeanne, puisque c'est Jeanne et Buterne, sa maîtresse, ces yeux, eux, ne peuvent jamais s'ouvrir. Des yeux qui ne peuvent pas se fermer pour Giacometti, des yeux qui ne peuvent jamais s'ouvrir pour Modigliani, des yeux qui sont maintenus ouverts par la volonté de comprendre chez Giacometti, et des yeux qui sont maintenus fermés par l'énigme de déprendre, c'est-à-dire de ne pas finalement se saisir des choses, de façon à ce que l'un comme l'autre, vous voyez, le noir renvoie au fond, le noir ou le gris renvoie au fond giacomettien, au fait même de peindre, et de même chez Modigliani, vous voyez que les yeux renvoient le spectateur à son fond, c'est-à-dire à l'énigme de la peinture, ce qui est une façon pour l'un et pour l'autre de peindre pour comprendre, de peindre pour déprendre.